Ok. Salut Alex. Salut. C'est marrant de se dire bonjour alors que ça fait déjà 3 heures qu'on joue ensemble. Oui, on a fait une bonne introduction à ce podcast, je trouve. On a été dans le thème, le mouvement, le sport, l'exercice. On a bien célébré les podcasts. Ouais, tu m'as fait découvrir une nouvelle façon de s'entraîner qui allie de la force, de la mobilité, un peu de flow, d'art. C'était super chouette. Je te remercie pour ce partage. Et d'ailleurs, je te disais que moi, j'aime bien démarrer mes journées par un peu de mobilité, que pour moi, c'est une façon d'entretenir Mm. la mécanique de mon corps, mais aussi de me mettre en éveil, de me préparer à la journée qui m'attend. Qu'est-ce que tu fais, toi, le matin pour te sentir bien et prêt à attaquer la journée? C'est une bonne question. J'ai un peu mon rituel de complément alimentaire. Je me réveille et ça me fait du bien de préparer mon multivitamine, ça me fait du bien de prendre mon magnésium, ça me fait du bien de prendre mon collagène. Je suis en jeûne intermittent depuis 15 ans, mais ça fait au final que depuis un an et demi que j'utilise des compléments alimentaires. Et j'en ai tiré une vraie différence au quotidien dans mon niveau d'énergie, dans la qualité de mon sommeil, dans euh, la santé de mes articulations aussi. Et donc, principalement, au réveil, c'est à ça que je pense. Et pour moi, c'est un acte assez important parce que c'est me rappeler que ce que je mets dans mon corps, ça compte et je vais le faire. Je fais ce choix pour me faire du bien. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre le matin? Je me fais une grande gourde de thé matcha de la marque de mon copain Valentin Kumiko Matcha, que j'adore. Et puis, quand je suis dans les montagnes, parce que j'alterne entre Paris et les montagnes, quand je suis dans les montagnes, j'en profite pour regarder le massif des Bauges, regarder le ciel, l'état du jardin, est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il y a de la neige ou pas. Là, en ce moment, il y a de la neige, c'est magnifique. Donc, c'est ça pour le moment mon rituel matinal. J'aimerais beaucoup y ajouter du yoga. Euh, je remarque une énorme différence entre mon rituel matinal ici, dans le massif des Bauges, et mon rituel à Paris, qui est globalement de foncer me faire un café. Et ensuite, de tout de suite penser à mes rendez-vous. J'ai des journées beaucoup plus chargées à Paris. Mais voilà, le rituel vers lequel je veux tendre, c'est celui des montagnes. Et j'aimerais bien y ajouter du yoga. Ouais, tu vois, quand tu me parles de ton multivitamine, ça me fait rire parce que, bien évidemment, il y a des avantages d'un point de vue nutritionnel. On sait qu'aujourd'hui, les aliments sont de plus en plus pauvres. Et moi, je suis suivi en médecine fonctionnelle, donc je fais des analyses de sang et je m'aperçois que malgré le fait que, a priori, je fais tout ce qu'il faut pour bien Mm. manger, eh ben, je suis quand même carencé, surtout quand on a des vies actives, intenses d'un point de vue cognitif et sportif. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce que tu mets derrière toute la croyance, la pensée, l'effet placebo, tu vois. Et quand tu me le racontes, quand tu me le partages, tu vois, tu es déjà en train de te dire, ok, ça me fait du bien, je suis en train de faire du bien à Mm. mon corps. Et ça, c'est autoréalisateur. L'effet placebo, la biologie des croyances, c'est un truc extrêmement puissant. Mm. Je trouve que la façon dont on perçoit quelque chose, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien m'exposer au froid. C'est un outil que j'apprécie. Et la relation au froid est vraiment différente selon la façon dont tu l'abordes. Si tu te dis avant d'y aller, ah ça va être horrible, je vais détester ça, et puis je vais pas réussir à me réchauffer, l'eau va être gelée, etc., ça va mal se passer. Par contre, si tu y vas et que tu l'embrasses et que tu te dis, ok, je vais trouver du confort dans l'inconfort, je vais me sentir bien, etc., et puis après, je vais me sentir rempli d'énergie et vigilant pour toute la matinée, c'est 100 fois plus facile d'y aller et Mm. puis t'en retires ces bénéfices-là, tu vois. Donc il y a un Ouais. côté autoréalisateur. Et, et dans cette différence entre tes routines parisiennes et celles que tu as ici dans les montagnes, tu dis que tu aimerais avoir tout le temps ces routines-là. Et pour autant, je trouve que c'est intéressant aussi, tu sais, dans la vie, de toute façon, on est toujours en train d'essayer de trouver la recette miracle, Mm. la voie tout droite, tu vois, le truc qui va parfaitement bien, alors qu'en réalité, tout est homéostasie, tout est sinuosidal. Et est-ce que c'est pas ça justement la sagesse que d'être capable de Mm. naviguer dans le déséquilibre, de trouver de l'équilibre dans le déséquilibre? Bah, c'est clair que j'ai pas intérêt à m'enfermer dans une croyance selon laquelle à Paris ça va être horrible, mon niveau d'énergie va être au plus bas et ici il va être au plus haut. Euh, et je suis content d'avoir quand même réussi au fil des années à mettre en place différentes choses à Paris pour
protéger mon niveau d'énergie. Je crois que le sujet, il est surtout que quand je commence ma journée à Paris, je vais avoir plein de rendez-vous. Je sais que je vais avoir plein de rendez-vous. Et c'est comme si j'abandonnais en partie mon corps, ma nutrition. J'ai la tête qui est trop pleine de ça parce que pour des raisons que j'ai pas encore totalement élucidées, depuis que j'ai cette double vie entre Paris et les montagnes, quand je suis à Paris, je me laisse aspirer par plein de rendez-vous, plein d'événements très vite. Alors qu'ici, si je vois une personne dans la journée, à part ma copine, c'est déjà énorme, quoi. C'est déjà une journée très chargée socialement. Donc l'enjeu est là. Mais tu vois, par exemple, je suis super content que dans nos bureaux de Paris, parce que donc, j'ai une entreprise qui a des bureaux à Paris, à Aix-en-Provence et à Vannes, mais dans les bureaux de Paris, je suis super content qu'on ait transformé une des salles de réunion en salle de sport. On a même mis des miroirs pour quelqu'un qui voulait pratiquer la danse. Et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi, de pouvoir aller dans les bureaux et de se dire, il y a des tapis de yoga, il y a des blocs de yoga, il y a des petites haltères. Si j'ai envie de me faire une session, je peux le faire et on s'y sent super bien. Tu dis que tu as mis en place des sortes de garde-fous pour préserver ton énergie dans cette effervescence. C'est quoi? À Paris, Ouais. physiquement, ouais. Je fais pas de déjeuner. J'ai arrêté. Je m'en suis rendu compte lors du confinement. Lors du premier confinement, je me suis rendu compte que j'avais à nouveau le temps de me faire à manger et que j'avais du temps sur ce moment du déjeuner. Et là, j'ai compris une évidence qui est, oui, de manière générale, tu quittais les bureaux vers midi et quart, tu prenais le métro, tu prenais un vélo, tu faisais 20 minutes, peut-être parfois plus, pour aller rejoindre quelqu'un à un déjeuner. Tu arrives au déjeuner, tu regardes la carte, t'attends, on te sert, et puis ensuite tu payes, et puis après tout ça, ça prend un temps fou. Et, et du coup, lors du confinement, je me suis dit, quand on va sortir du confinement, c'est fini les déjeuners. Et j'adore. Et en fait, de cette décision-là, de cette routine-là, j'ai ensuite pu découvrir, comme tu as pu le découvrir là chez moi, que ce moment du déjeuner, ce début d'après-midi, c'est le moment où j'adore faire ma pratique, j'adore être en mouvement, j'adore faire du sport, j'adore faire de la souplesse. Ça, c'est devenu non négociable. C'est vraiment un créneau où, un, il n'y a plus de déjeuner extérieur, et deux, c'est un moment pour moi où je me mets dans mon corps qui fonctionne mieux pour moi que le soir après le travail où j'ai plus d'énergie. Ouais, et puis en plus, je pense que ça doit un petit peu lisser ta glycémie, te permettre de te redonner de l'énergie, tu vois, là, à un moment où tu as probablement un coup de pompe. Ça fait aussi une cassure dans la journée entre l'énergie du matin et l'énergie de l'après-midi, tu vois. Ça évite d'être en mode tunnel sur le boulot et puis d'attendre la fin de la journée pour se détendre ou décharger cette énergie, etc. Pour moi, c'était très mental aussi. C'était vraiment un engagement envers moi-même. Tu ne mets pas aux frontières de ta journée ce qui compte beaucoup pour toi. Donc si être dans ton corps, être en mouvement, ça compte autant que mon entreprise, ce qui est le cas aujourd'hui, eh ben, je le mets pas aux frontières. Je le mets au milieu de la journée. Ouais, moi pendant un temps, je m'entraînais justement le matin à 6h30 du mat et j'adorais parce que comme ça, quand j'arrivais au bureau, j'avais déjà l'impression d'avoir accompli quelque chose d'hyper important pour moi, tu vois, ma journée. Alors que avant, quand je le faisais en rentrant du boulot, parfois j'avais le stress de me dire est-ce que je vais finir suffisamment tôt pour réussir à le faire? Et donc, tu vois, tu avais cette espèce d'état de tension et t'es toujours entre la frustration et la culpabilité. Et au final, c'est vraiment pas chouette. Et moi aussi, tu vois, quand je vais à Paris, c'est l'effervescence. J'y vais moins souvent que toi, donc je me sens obligé de rentabiliser à fond quand j'y vais, tu vois. Donc j'ai des petits déjeuners, alors que normalement je fais du jeûne intermittent, mais donc des cafés, on va dire, à l'heure du petit déjeuner ou des marches dans Paris, des déjeuners, des verres sans alcool potentiellement en fin de journée, et puis des dîners, tu vois. Donc vraiment, j'en profite pour voir vraiment plein de gens. Et du coup, c'est difficile d'avoir beaucoup de temps pour ma pratique sportive. Et pour autant, ma pratique sportive est absolument indispensable à la fois à mon équilibre émotionnel, à mon sommeil, etc. Et là, récemment, j'ai trouvé un outil que je vais tester pour la première fois, et c'est pour ça que je t'en parle en exclusivité.
qui est que, d'abord, je fais une petite mise en contexte. Il y a plein de chercheurs qui disent que le seul avantage concurrentiel anatomique de l'homme vis-à-vis de tous les autres animaux, c'est son endurance. Il a il a une arche, une voûte plantaire, etc., qui lui permet d'absorber les chocs, une capacité hors du commun à évacuer la chaleur, donc à tenir longtemps. Et ça fait qu'on a pu chasser à l'épuisement. Donc courir derrière les animaux jusqu'à ce qu'eux meurent de chaud, justement, les achever. Mais on oublie la deuxième partie de l'histoire. C'est qu'après les avoir tués, il fallait les porter et les ramener jusqu'au camp. Donc le deuxième avantage concurrentiel de l'homme, c'est sa capacité de préhension, sa capacité de porter des objets d'un point A à un point B. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps par les militaires qui, quand ils s'entraînent, doivent porter des sacs, tout un package, etc. Et donc aux États-Unis, il y a une pratique qui s'appelle le rucking, qui consiste dans le fait, je suis surpris que tu connaisses parce que ici c'est pas hyper connu. Donc je me suis acheté un sac de rucking qui est en fait un sac à dos qui paraît somme toute tout à fait classique. Tu peux l'amener à un rendez-vous, les gens vont pas se dire ouais, ce gars il est hyper bizarre, dans lequel tu mets un poids qui fait 10-15 kilos et que tu portes pendant que tu marches. Et donc, naturellement, tu travailles ton cardio de zone 2 parce que tu as un effort cardiovasculaire un peu plus important, la solidité du tronc, la densité osseuse, etc. Tu peux même t'amuser si tu as envie de faire des petits exercices au poids de corps, tu vois, un petit EMOM de 6 ou 10 minutes hyper rapide, faire, tu vois, toutes les minutes, tu fais 10 pompes, par exemple, ou 10 squats, ou 10 tractions avec ce petit lest. Et tout de suite, tu as une mini séance de sport qui s'est intercalée dans un quotidien déjà surchargé. Et j'aime bien cette logique de voir... déjà, la flexibilité, tu vois, entre les routines que j'ai et la façon que j'ai de m'entraîner dans ma vie quotidienne, de celles que je peux avoir dans des contextes qui sont chaotiques, entre guillemets. Et l'autre point, c'est... j'ai oublié l'autre point, mais ça devait pas être hyper important. Non, mais si, voilà, c'est cette intrication entre la vie professionnelle et le quotidien. Et moi, au cours de la journée, j'ai un bureau assis debout, j'essaie de faire des pauses, des petites pauses régulièrement, tu vois, toutes les heures de 1 ou 2 minutes, où je me suspends à une barre de traction, où je fais un peu de mobilité, où je fais un câlin à ma femme, où je regarde le lac, je fais un peu de respiration. Tu vois, d'arrêter d'essayer de cloisonner, d'arrêter d'être en mode tunnel, et puis de se dire que les deux peuvent être tricotés ensemble. Ouais, ça, je pense, c'est un point super important. Moi, j'avais découvert le rucking grâce à mon ami Benoît Voshtenka, qui a fondé la marque de vêtements Bonne Gueule et qui m'avait fait découvrir le rucking, une marque aux États-Unis qui s'appelle Goruk. Ouais, c'est un sac de chez eux que j'ai. Ouais, Goruck. Et alors je le pratique aussi le rucking. C'est juste un peu adapté. C'est qu'en fait, moi, j'aime pas avoir beaucoup d'objets, donc j'ai un sac que je trouve génial pour les randonnées, d'une marque qui s'appelle Savota. Et du coup, c'est aussi mon sac de tous les jours. Quand je vais au bureau, je mets mon ordinateur dedans. Et en fait, j'ai pris l'habitude de laisser mes sangles de cirque, qui pèsent un certain poids quand même, parce qu'il y a les mousquetons avec, il y a tous les outils qui permettent de l'utiliser. Et donc, je le laisse au fond du sac et au final, ça me fait un poids que j'aime bien avoir. Je me suis habitué à porter ça. C'est rigolo comme en fait... dès que tu t'habitues à l'inconfort, tu as du mal à t'en passer. Ouais. J'aime bien cette citation qui dit que plus tu fais des choses difficiles, plus le RPE, donc la note de difficulté de la vie, devient faible, devient facile. Donc en gros, plus tu fais des choses difficiles, plus la vie devient facile, quoi. Et puis je suis pas capable de l'expliquer scientifiquement, mais j'ai lu plusieurs fois que quand ton corps commence à être habitué aux hormones que génère le sport, la pratique sportive, le mouvement, il a du mal à s'en passer, ça lui manque. Et ça, moi, qui suis passé d'une situation où pendant plusieurs années je ne bougeais jamais à une situation où je bouge quand même très souvent chaque semaine, je le ressens, quoi. Les journées où je n'ai pas été en mouvement, je me sens mal le soir. Il y a un truc qui a pas été fait. Ça a été quoi le wake-up call qui t'a poussé à t'intéresser justement à ton corps et puis à tout cet équilibre de vie? Pour moi, ça a vraiment été le premier confinement. Ouais, ça a été le premier confinement. Mais j'ai rien fait durant le premier confinement. Mais je voyais... c'était un rendez-vous avec moi-même. J'avais plus la possibilité d'aller travailler au bureau tous les jours comme d'habitude. Donc, même si je travaillais sur mon ordinateur tous les jours durant le confinement, mais j'étais quand même beaucoup plus face à moi-même. Et je me rendais compte que quelque chose s'était passé, quoi. Quelque chose avait sombré au cours des 10 années précédentes.
les 10 premières années en tant qu'entrepreneur, j'avais délaissé mon corps, j'avais délaissé le mouvement, et donc je me sentais pas très bien dans mon corps, je l'habitais pas très bien, j'avais l'impression que j'étais plus capable de courir. Et puis tu sais, il y a des marqueurs, il y a des moments dont tu te souviens. Je me souviens de nous trouver sur la plage avec mon petit frère, et on fait un sprint. Ça faisait des années que j'avais pas fait de sprint. Et voir mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi tracer, genre, et me laisser mais tellement loin. Là, je me suis dit, mais waouh, ça va pas, quoi. Et puis, il y avait aussi une vraie question existentielle, quasiment identitaire. Qui je suis à part mon boulot? Et j'avais du mal à trouver une réponse. Donc, l'envie de se remettre en mouvement, elle était aussi liée à ça. Tu sais, moi, j'ai plein de potes entrepreneurs, et pas que d'ailleurs, qui sont en mode fatigue chronique, des douleurs de dos, etc. Et en réalité, qui ont un équilibre de vie déplorable. Je te disais en off que je trouve que entreprendre, c'est génial parce qu'il y a cette espèce de flamme, de feu intérieur qui est capable de transcender le corps, de déplacer des montagnes et de réussir là où toutes tes embûches se dressent devant toi. Et sans cette force, peut-être qu'on n'y arriverait pas. Mais d'un autre côté, on peut s'y perdre, s'y brûler, et ça a été mon cas, visiblement ça a été ton cas, et puis celui de plein d'autres personnes que je connais qui quelque part ont tout sacrifié leur santé, mais aussi leur relation aux autres, leur équilibre vie pro, vie perso, leur sommeil, sur l'autel de quoi? D'une réussite qui a en réalité... En fait, je te pose la question, est-ce que tu penses que ces sacrifices sont absolument nécessaires pour réussir? Et c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup parce que moi, je n'ai connu que ce chemin-là. Mais je veux croire que non. Je veux vraiment, vraiment croire que non. Parce que je réalise aujourd'hui de manière très concrète à quel point je prends de meilleures décisions, je fais de meilleurs choix, grâce à ce niveau d'énergie qui n'a rien à voir, grâce à un meilleur sommeil que je priorise cette fois, alors que il y a des années, je me vantais auprès de certains amis de pouvoir dormir que 5 heures par nuit. Et je disais, bah non, je suis pas fatigué. Ouais, c'est n'importe quoi. Je priorise beaucoup de conscience sur mon alimentation, je priorise le mouvement, et je vois que tous ces changements me permettent de gérer des projets de plus grande taille, de gérer plusieurs avec différents interlocuteurs, avec différents équipiers, différents partenaires. Donc je veux croire qu'il y a un autre chemin que la culture de l'acharnement. Après, la question... Mais qui demande un travail différent, par contre, qui demande de vraiment se connaître. Et c'est pas anodin non plus. Ça se fait pas tout seul. Et puis après, la question, elle est peut-être aussi sur le rôle ou la posture du chef d'entreprise. C'est-à-dire que au début, quand tu démarres, t'as pas d'argent, t'es obligé de construire avec des bouts de ficelle, de te complètement bootstrapper, etc. Et donc, tu dois cumuler 10 métiers en un. Et forcément, c'est hyper demanding et tu dois passer un temps fou pour réussir à tout gérer. Après, quand ta boîte, elle se développe, justement, je pense que ce rôle se transforme de plus en plus en celui d'un capitaine, d'un visionnaire, d'un leader, de quelqu'un qui est capable d'embarquer les autres, de dessiner les prochains pas, avec l'aide de ses collaborateurs. Et pour ça, il a besoin d'avoir justement accès à la clarté d'esprit, à la patience, à la maîtrise de lui-même, à la créativité, et d'être le moins possible dans la réaction et le plus possible dans cette maîtrise de lui-même. Et notamment dans des périodes hyper difficiles, comme peuvent l'être le Covid ou les différentes crises qu'on a découvert et qu'on a subies ces dernières années. C'est là plus que jamais qu'on doit être capable d'être un capitaine fort dans la tempête. Et pour être un capitaine fort, pour moi, il faut à la fois préserver sa physiologie pour lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel, mais aussi avoir une forme d'équilibre entre vie pro et vie perso, parce que si tu dépends que de ton travail, tu es tellement intriqué dans ton entreprise que ça en devient viscéral et que, de mon point de vue, ta vision est brouillée, quoi. Ouais, et puis derrière cette question, il y a aussi... tout à fait d'accord. Et derrière cette question, il y a aussi le sujet du modèle d'entrepreneuriat qu'on recherche, qu'on valorise. C'est sûr que les entreprises d'Elon Musk, elles ont des tailles et des impacts incroyables. Après, est-ce qu'on a envie, comme Elon Musk, de dire qu'on a passé le soir de Noël dans son usine? Est-ce qu'on a envie de dire qu'on est arrivé 10 minutes avant le début du mariage de son frère pour repartir 30 minutes après la cérémonie?
en jet privé pour retourner à l'usine travailler. Je crois qu'on est aussi en train de voir un glissement s'opérer où les motivations des entrepreneurs et des néo-entrepreneurs sont très différentes qu'avant, où le sujet, c'est plus tant de construire quelque chose d'énorme, de super impactant, avec des levées de fonds, avec des recrutements, mais plutôt d'essayer de construire une entreprise qui est au service d'une passion, premièrement, qui est au service d'une vie, ensuite, et qui permet justement de trouver cet équilibre. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'amène à une question fondamentale qui est, c'est quoi pour toi la définition de la réussite? Alors, on a sorti récemment un numéro de notre magazine parce à côté des formations en ligne, Live Mentor opère un magazine papier qui s'appelle Odyssée. Tous les 2 mois, on traite un thème de développement personnel, mais pour entrepreneurs. Et donc, on a traité le thème de la réussite. Et ce que je racontais dans l'édito de ce magazine, c'est que ma définition historique de la réussite, elle était quand même très influencée par certains films, par certains récits. Je lisais beaucoup de biographies d'entrepreneurs. J'avais vu plein de fois le film sur l'histoire de Facebook. Et donc, quand même, ma définition de la réussite, c'était on va réussir à aller dans différents pays, on va réussir à aller toucher plein de personnes, on va créer quelque chose de révolutionnaire. Et ma définition a beaucoup changé le jour où je suis tombé sur un documentaire qui s'appelle Dune, le film qui n'a jamais eu lieu et qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui s'appelle Jodorowsky, qui a tenté de faire un film sur Dune. Et il a pas réussi à faire ce film. Il n'a pas réussi à obtenir le budget de 10 millions d'euros qui lui aurait permis de faire le film. Mais ça a été un laboratoire créatif exceptionnel. Il a eu des idées géniales. Et il a quand même créé un storyboard, une sorte de bande dessinée avec les principaux concepts du film. Et ce storyboard est devenu célèbre dans les studios hollywoodiens, si bien que tu vois, les Stormtroopers dans Star Wars, à savoir les méchants avec les armures blanches, en fait, sont très inspirés des designs de Jodorowsky. Et de ce documentaire, et puis il y a aussi d'autres inspirations, et puis de conclusions personnelles, je me suis rendu compte que ma définition aujourd'hui de la réussite, elle est vraiment liée au plaisir qui est pris sur le projet, à la capacité d'exprimer qui je suis, ma créativité sur un projet. C'est ça qui va compter énormément pour moi aujourd'hui. Ouais, en réalité, essayer de trouver une forme d'alignement personnel, d'avoir l'impression de servir à quelque chose, de faire quelque chose qui fait sens pour soi. Et c'est vrai que je ne sais pas comment tu le perçois, mais effectivement, notre vision de la réussite ou de ce qu'on devrait faire, entre guillemets, est extrêmement influencée par les injonctions sociales, par les livres, les documentaires, les collègues, les façons dont on voit les autres fonctionner. Et on donnait presque une image du travail, et là, je ne parle pas spécialement des entrepreneurs, mais de façon générale, comme un effort, comme quelque chose de nécessaire pour avoir un certain statut social, rembourser le crédit de sa maison, avoir un statut, voilà, tu vois, revendiquer qui on souhaite être vis-à-vis de la société, mais pas qui on a envie d'être vis-à-vis de soi-même. Et je trouve que, tu vois, par exemple, sur mon podcast, j'ai reçu Nicolas Aignan qui m'a beaucoup inspiré, qui lui est un partisan du non-effort. Il dit que, tu vois, tu as tes zones d'excellence, c'est là où tu es très bon, mais ça te fait pas forcément kiffer. Et puis, tes zones de génie, c'est là où tu es très bon et en plus, tu es aligné. Et les zones de génie, quand tu les exprimes, quand tu travailles dessus et dedans, eh ben, en réalité, tu es dans le non-effort, quoi. Tu es dans la fluidité totale. Et en plus, je pense que c'est là où l'homme, l'être humain, peut laisser s'exprimer son plein potentiel. Parce que c'est la réunion parfaite entre son expérience, ses talents naturels et ce qui le fait vibrer, ce qui le fait rêver, ce qui le passionne. Bah, c'est dans un ordre d'idée voisin, moi j'adore les expérimentations qui ont lieu en ce moment sur le revenu minimum de base. Parce que pour totalement s'affranchir du travail et de ses contraintes, c'est une piste super intéressante. Et tu as certains pays scandinaves qui ont pu observer, parce qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits dans des villes scandinaves sur le revenu minimum de base, que les gens qui le percevaient ne bossaient pas moins,
Simplement, ils bossaient sur des choses différentes. Ils avaient plus de temps pour eux, plus de temps pour leurs loisirs. Et c'est des sujets sur lesquels j'adorerais être impliqué dans les prochaines années. Ouais, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, on en parlait en off et je te disais que moi, j'ai souvent entrepris parce que je percevais des opportunités. Je savais que ça pouvait marcher et que ça pouvait me faire avancer dans ma course vers la réussite, mais pas tant parce que j'avais la sensation que c'était quelque chose d'utile pour le monde, d'utile pour la société. Et maintenant, j'ai une vision du business comme quelque chose d'evergreen, de durable. Tu vois, j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, mon argent dans des choses qui seront toujours là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que ça répond à des vrais besoins. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc que je déteste. Je vais citer une marque et je vais pas me faire des amis, mais j'ai créé à l'époque l'une des premières agences d'influence marketing en France et j'avais un réseau de 27 millions de fans pour lequel on avait notamment un client qui s'appelait Jiffy et donc qui nous filait des produits tous les mois et donc on devait faire des vidéos humoristiques virales dans lesquelles on utilisait ces produits et puis qu'on diffusait ensuite sur notre réseau. Ils nous payaient 100 000 euros par mois pour ça sur un contrat annuel, donc plutôt joli contrat. Les objets qu'ils nous donnaient étaient systématiquement cassés avant même la fin de la vidéo. Donc on était obligé de les prendre en double ou en triple pour faire la vidéo. Et je me dis, tu vois, t'as quand même des matières premières qui sont utilisées là-dedans, des gens qui ont travaillé dans les usines pour les construire, des coûts de transport pour les ramener de Chine jusqu'ici, etc. Des gens qui travaillent dans les magasins pour les vendre, des clients qui se sont déplacés au magasin, qui ont dépensé de l'argent, certes pas beaucoup, pour acheter ces produits-là. Tout ça pour que 3 jours plus tard, ils finissent à la poubelle. Et tu te dis, putain, mais quelle perte de ressources de la planète, mais même d'énergie mentale, tu vois, des gens, de tous les gens qui se sont investis, qui ont travaillé, qui ont passé du temps. Et tu te dis, si ce temps-là, il était utilisé pour des choses qui ont du sens, on avancerait tous dans une meilleure direction, tu vois. Et donc maintenant, j'essaie vraiment de me poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, le temps que je suis en train de passer, l'énergie mentale que je suis en train de dédier à ce projet a vraiment une utilité à long terme. Ouais, donc c'est un exemple très parlant et malheureusement, il y en a beaucoup des entreprises comme celle-ci. Et d'ailleurs, avec Live Mentor, d'une certaine façon, tu as démocratisé cette capacité, cette puissance, cette possibilité de chacun de choisir sa vie, de choisir son destin, de devenir entrepreneur et puis de créer ses projets. Oui, mais tu vois, un événement qu'on a vécu qui fait écho à ce que tu viens de partager, on avait, il y a très très longtemps, on nous avait demandé de créer une formation sur le dropshipping, qui est une forme d'e-commerce où tu vas pas directement créer toi-même le produit, tu vas trouver des fournisseurs et tu vas simplement faire l'intermédiaire entre ces fournisseurs et ces clients. Bon, il y a plein de manières de faire du dropshipping différentes, mais pour caricaturer, ça ressemble souvent à des produits qui viennent de Turquie ou d'Asie et qui sont envoyés en France. Et suite à cette demande, nous, on a créé la formation. Et au bout de 2 mois, on regarde les projets qui sortent et on voit que ça n'a aucun sens. On voit que le simple fait d'avoir créé cette formation, on se retrouve à avoir au bout de la chaîne des entrepreneurs qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, se retrouvent à faire des entreprises qui, sont pas du tout résilientes, ne vont pas tenir l'épreuve du temps, parce que quand tu livres à tes clients des produits qui cassent effectivement au bout de 24 heures, ou que tu mets 6 semaines à livrer des produits et qu'en plus ça vient de l'autre bout du monde, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc on a arrêté cette formation, on s'en a expliqué dans un article sur notre blog très long que j'avais écrit moi-même, parce que je voulais vraiment que chaque mot soit bien clair. Et depuis, ça nous a vraiment sensibilisés à la responsabilité qu'on a. Oui, on forme des entrepreneurs, on les aide à démarrer leur activité, on les aide à grandir. Mais quelle forme d'entrepreneuriat on met en avant? Parce qu'il y a plein de formes différentes. Et certaines qui nous semblent être plus résilientes, d'autres qui nous semblent être moins résilientes. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de pratiques sportives. Je disais à quel point pour moi c'est important de travailler à la fois la force, la souplesse, parce que je veux pas me casser. Je veux pas faire une performance une semaine et puis ensuite rien pouvoir faire pendant 2 ans. Je vais essayer de pouvoir
à la tête de mon corps et en mouvement jusqu'à mon dernier jour le plus longtemps possible. Pour moi, une belle entreprise, une entreprise qui est résiliente, c'est ça. Et d'ailleurs, encore un autre ordre d'idée, tu as une très belle littérature sur les entreprises permacool ou les entreprises qui appliquent les principes de la permaculture. Il y a même un livre qui s'appelle La Perma-entreprise, dont j'ai oublié malheureusement l'auteur, qui parle très bien de ça. Bah ouais, je connais pas cette littérature-là, mais en tout cas, j'aime bien l'image. Et c'est vrai, regarde, tu vois, le biomimétisme ou toutes ces choses-là qui s'inspirent de la nature. Quand tu regardes, en réalité, les plantes, elles captent le soleil, ça leur permet de créer, de transformer le CO2 en nutriments qui vont être mangés par le campagnol, qui lui-même va être mangé par l'aigle. Et puis, l'aigle, un jour, il va mourir, il va être décomposé par des champignons, des petites levures, etc. Puis revenir à la terre, donner de l'azote, etc., qui vont servir de terreau aux plantes. Et tu vois, il y a quand même cette phrase, cet adage qui dit que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme, qui est vrai. Alors que nous, dans nos sociétés, on a quand même plein de pertes, tu vois, que ce soit en termes de ressources, qu'elles soient physiques, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient cognitives. Et je trouve que c'est intéressant justement de porter son attention là-dessus. Par exemple, moi, j'essaie d'observer beaucoup plus la façon dont je dépense mon énergie au cours de la journée et de m'apercevoir qu'il y a des tâches qui me drainent de l'énergie, des gens qui me drainent de l'énergie, et d'autres, à l'inverse, qui me permettent d'exprimer mon plein potentiel, justement, et des personnes qui me mettent en flow, qui me mettent en joie, qui m'inspirent, etc. Et je trouve ça beau, tu vois. Et au sein de mon couple, c'est pareil, j'essaie d'avoir une vision comme un organisme, tu vois. On n'essaie pas de calculer qui fait ceci, qui fait cela, mais plutôt d'avoir une vision d'ensemble de chacun a ses forces, et puis essayer de les apporter pour que l'équipe qu'on forme soit plus forte. Et à l'échelle de l'entreprise, on peut aussi avoir cette vision d'un organisme, tu vois, où chaque personne, tu vois, est responsable de sa parcelle, de sa petite parcelle du champ, et que c'est cette responsabilité spécifique liée entre elles par l'entreprise, par l'organisme, par le projet qui doit transcender chacun de ses membres, que quelque chose peut voir le jour et grandir, quoi. Ouais, et c'est dans cet ordre d'idée, tu vas adorer la littérature sur Ken Wilber, qui est en fait la personne qui a beaucoup inspiré Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organization. J'ai pas le titre en français, mais c'est un immense best-seller sur le mode de fonctionnement des entreprises, où il propose justement différentes classifications des entreprises qui sont rouges, des entreprises qui sont vertes, des entreprises qui sont bleues, opales, où il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de management, il y a une sorte de dimension très organique, justement. Et il s'inspire énormément des thèses de Ken Wilber, qui, je crois, même a fait la préface de son livre. Donc ça, tu vas adorer. Est-ce que tu as réussi à appliquer ces principes chez Live Mentor et peut-être à faire de chacun des salariés des mini-entrepreneurs au sein de l'entreprise? Pas au niveau de l'entreprise Opale. Non, mais l'entreprise Opale, c'est renversant. Enfin, vraiment, quand tu lis le livre, c'est complètement renversant. Il y a quelques entreprises que je n'ai pas encore rencontrées qui semblent avoir ces principes chevillés au corps, mais qui notamment sont structurés sous forme de SCOP. Donc la SCOP, c'est une société où le capital d'entreprise appartient à tous les salariés. Et moi, je serais tout à fait ouvert à en discuter, mais mon passé entrepreneurial fait qu'aujourd'hui, bien plus de 50% de mon capital appartient à des investisseurs qui nous ont soutenus dans des moments difficiles, à des époques, qui nous ont soutenus pour différentes raisons, mais notamment à une époque où on ne savait pas du tout entreprendre, et en fait, l'argent qu'on a reçu nous a permis de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs pour nous amener là où on est aujourd'hui. Et donc, transformer une entreprise qui a des fonds d'investissement en scope, c'est un grand écart quand même assez dingue. Je suis très content d'avoir des fonds d'investissement à impact, par exemple. Trois fonds d'investissement sur les 4 qui sont chez Live Mentor sont des fonds d'investissement à impact, ce qui veut dire que je reporte à la fois sur des indicateurs économiques, mais aussi sur des indicateurs d'impact, le nombre de femmes parmi les personnes qui suivent nos formations, le nombre de personnes qui sont situées en dehors des grandes villes, le nombre de personnes qui ont jamais fait d'études et qui créent une entreprise suite à une de nos formations. Mais
Mais donc, je pense que voilà, il y a ce premier sujet qui est l'alignement entre une structure capitalistique et un mode de gouvernance. Par contre, ce qu'on a réussi à mettre, je crois, mais il faut demander aux gens de notre équipe qui témoigneront mieux que moi, mais je crois qu'on a réussi à mettre un maximum d'autonomie et d'indépendance. Certaines équipes peuvent totalement travailler depuis chez elles si elles le souhaitent. D'autres équipes peuvent alterner entre les bureaux et du télétravail. On a des projets collectifs, mais on évite d'écrire des fiches de poste à la virgule près pour contrôler la personne et qu'elle se sente emprisonnée. Je connais des entreprises où le matin, tu dois pointer et dire à quelle heure tu arrives. Ça n'a jamais existé chez nous. Tu viens, tu t'en vas. Je connais aussi des entreprises où, outre le contrôle du temps, il y a un contrôle vraiment sur ce qui est produit. C'est-à-dire que tu commences le matin et tu as une tâche à accomplir et le soir, tu dois checker est-ce que cette tâche, elle a été accomplie ou pas. Bon, ça, on est à des années-lumière de ça et je crois que ça explique pourquoi on réussit à garder les gens dans le temps. Je crois que ça explique l'ambiance qu'il y a dans la boîte. Je pense que c'est ce qui explique aussi pourquoi on arrive à souvent avoir des entrepreneurs qui viennent postuler chez nous pour un emploi salarié. Mais c'est un sujet passionnant. Il y a aussi une dimension qui est la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, Live Mentor, c'est 100 salariés. Un CSE, parce que tu es obligé d'avoir un CSE quand tu es 100 salariés. Comment dire, je ne peux pas aller très loin là-dedans, c'est méga technique, mais je pense pas j'affirme même que le droit français, quand il a pensé le rôle d'un CSE, il l'a pas pensé en gouvernance opale, tu vois. Il s'est pas dit ça. Il s'est pas du tout dit ça. Donc, tu joues aussi avec un cadre social, un contrat social. Mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire, s'il y avait, par exemple, le revenu minimum de base implémenté, qu'est-ce que ça donnerait comme conséquence dans nos entreprises? Moi, je pense que ça serait très intéressant et pour le mieux. D'ailleurs, je reprends ton idée de revenu universel de base, et notamment avec la montée de l'intelligence artificielle, on voit que les métiers manuels avaient déjà commencé à être remplacés par les machines. Maintenant, les métiers intellectuels commencent à l'être aussi. Est-ce que dans ce monde d'hyper-compétitivité face aux machines, la seule voie, ça serait pas justement celle d'entreprendre et que chacun soit, entre guillemets, un petit peu à son compte avec, et ça rend d'autant plus possible ce système de revenu universel de base parce qu'a priori, il y a moins besoin de travailler dans l'opérationnel et plus dans la réflexion. Je ne pensais pas que tu m'emmènerais sur ces sujets dans ce podcast, mais ils sont top. Moi, quand je vois l'intelligence artificielle et la robotisation, je pense beaucoup à toute cette littérature qu'on peut trouver chez des Aurélien Barraud, par exemple, pointant du doigt la nécessité de construire des économies de relations et non pas des économies de transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde comme indicateur, c'est la production de biens et services. Et parfois d'ailleurs même, le PIB augmente alors qu'il y a eu un incendie, alors qu'il y a eu une explosion, alors qu'on a produit des trucs complètement catastrophiques pour la planète et pour les gens qui sont dessus, pour nous-mêmes. C'est de la valeur économique, le PIB augmente. Bon. Mais il y a plein d'autres choses qui ne peuvent pas être quantifiées par des indicateurs, comme une relation, comme un moment, comme la création de liens dans un village, dans une ville, etc. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à ne pas oublier ça et à comprendre que ça compte peut-être beaucoup plus que beaucoup d'autres choses et que ça en question, l'IA ou autre ne peut pas la remplacer, ne peut pas le faire. Par contre, on a intérêt peut-être à lui donner plus d'importance. Ouais, une sorte de bonheur intérieur brut. Par exemple, ouais. Mais il y a un livre qui est vraiment fantastique là-dessus qui s'appelle Ecotopia, qui est une fiction, une utopie écologiste qui a été publiée dans les années 60 par un auteur qui s'appelle Kallenbach
et qui raconte la sécession de 3 États américains des États-Unis. C'est-à-dire que 3 États décident de faire sécession, de sortir des États-Unis, de construire leur propre nation qu'ils appellent Ecotopia, et ils mettent des frontières, enfin, vraiment, ils s'isolent complètement, et ils ne donnent aucune nouvelle au monde extérieur, ils n'acceptent personne au sein de leurs frontières pendant 25 ans. Et au bout de 25 ans, il y a un journaliste qui est enfin admis et qui arrive avec plein d'idées reçues, de préjugés, de clichés. Et le livre n'est rien d'autre que son carnet de bord où il raconte son journal intime, où il raconte son séjour à Ecotopia. C'est fantastique. Ouais, trop cool, ça me donne vachement envie de le lire en plus. Tu vas adorer. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai lu dans la presse que au tout début de Live Mentor, les 5 premières années avaient pas été un franc succès et puis ça avait explosé d'un coup. Pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui t'a quand même fait tenir le coup et comment est-ce que tu différencies la persévérance de l'obstination? Alors, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est que j'adorais enseigner. J'ai toujours adoré ça. À 19 ans, j'ai donné mon premier cours. C'était un cours particulier. C'était ma première expérience de formation / coaching / mentorat. Enfin, tout ce grand univers-là de l'enseignement. Ma première expérience, c'est que je donne un cours particulier à 19 ans et je trouve ça incroyable. Je vois pas le temps passer. Du coup, je commence à donner d'autres cours particuliers. Je commence à en donner énormément. Un jour, je donne un cours sur Skype et là, c'est le déclic, c'est le moment qui me donne l'idée de la première version de Live Mentor, qui était très différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça me donne l'idée de notre première plateforme, qui était une plateforme de soutien scolaire à distance par visioconférence. Et donc, ces 5 premières années très difficiles, on les consacre à ce modèle-là. Et effectivement, il n'y a rien qui va. Déjà, on ne peut pas se payer, ce qui est vraiment problématique. On fait plein d'erreurs. On a des épisodes malheureux comme des gens qui utilisent des cartes bancaires volées sur notre site et on doit rembourser les sommes d'argent. On se fait hacker le site internet. On a des retards dans tout ce qu'on essaye de produire. Bref, il n'y a rien qui va. Je retourne habiter chez ma maman à l'âge de 29 ans parce que je ne peux plus me payer un loyer. Enfin, c'est compliqué. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'utilise notre plateforme pour donner moi-même des cours à distance. Et je prends du plaisir dans cette activité. Je m'amuse vraiment dedans. Et puis 2, j'ai aussi cette conviction mais ça va finir par marcher un jour. Moi, je vois bien que ça fonctionne, cette histoire d'enseignement en ligne. Ça marche, on peut se parler via l'ordinateur sans se rencontrer, mais ça fonctionne quand même. Il y a un truc qui se passe. Donc, je crois que c'est ces 2 éléments qui m'ont permis de tenir. Comment je distingue obstination et persévérance? Moi, j'essaye de garder cette notion de plaisir. Voilà. Il faut qu'il y ait du plaisir. Et c'est vrai que j'avais toujours du plaisir dans le fait d'enseigner à distance. Et d'ailleurs, je me répétais, si l'entreprise ne marche pas, c'est pas grave, je serai prof, je donnerai des cours dans mon coin, ça fonctionnera. Si j'avais pas eu ça, je pense que ça aurait été très dur. Tu parles de plaisir et pour autant, j'ai lu également que tu avais fait des burn-out. Alors oui, mais j'avais du plaisir quand je donnais les cours, mais j'en avais pas beaucoup en dehors. Et puis surtout, la cause de mon premier burn-out, c'est que, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, j'avais complètement délaissé mon corps. Donc, sommeil, catastrophe. Nutrition, catastrophe. Mouvement inexistant. Et donc là, je me retrouve en février 2016 à Londres pour trouver des investisseurs, alors que je ne crois plus au projet. Malgré le plaisir que je prends dans les cours, malgré ma conviction qu'à un moment ça va marcher, là ça fait tellement longtemps que j'y crois plus. Donc là, il y a une dissonance cognitive énorme, ça que tu es en train de demander à des gens des sous, de pitcher ton entreprise, mais alors que toi-même, t'y crois plus et à un moment, le corps s'effondre, quoi. Donc ça, c'est le récit classique de burn-out, c'est le corps qui parle. Et c'est vrai que c'est assez incroyable quand tu le vis quand même, hein, parce que d'un coup, tu peux plus te lever le matin. T'as vraiment mais qu'une envie, c'est de rester dans ton lit et c'est tellement bien, alors c'est tellement bon et en même temps tellement horrible, hein, parce que t'es pas non plus en train de hurler de joie dans ton lit, mais vraiment je me souviens de ces moments où pendant plusieurs semaines, sortir du lit, sortir de chez moi,
c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, il y a la reconstruction qui commence, c'est toute une autre étape. Mais voilà, moi, je garde vraiment cette importance du corps qui envoie des signaux. Moi, je l'ai senti pour la première fois lors du burn-out. Alors après, quand tu continues d'explorer tes ressentis corporels, puis tu l'as vu dans la pratique qu'on a fait ensemble, c'est une pratique où on essaye énormément d'être à l'écoute du corps. On se rend compte que le corps peut nous dire autre chose que attention, tu fais un burn-out. Et heureusement, le corps peut nous dire ah là, t'es en forme, là, t'as envie de t'étirer, là, t'as envie de bouger, là, t'as envie de danser, là, t'as envie de courir. Tiens, là, t'as des réserves, tu pensais pas les avoir. Ça, c'est les coureurs, je pense que vous avez beaucoup ça, ce moment où tu cours, et puis au bout d'une heure, au bout d'une heure et demie, dans ta tête, tu te dis oh, je commence à être fatigué, et en fait, tu sens un truc dans ton corps qui dit non, mais attends, en fait, t'en as dans le coffre, quoi. Donc voilà, ça a été mon apprentissage. Ouais, bah, cette énergie-là, elle vient aussi parfois de tous les bénévoles, de tous les volontaires qui sont là et qui sont Dans les courses. Ouais, dans les courses, qui sont hyper courageux parce que, tu vois, par exemple, j'ai fait la Saint-Élion, ça se court de nuit, il faisait, je sais pas, moins 10 dehors, il neigeait, etc. Et les mecs, il fait 3 heures du mat ou 4 heures du mat, ils passent la nuit dehors pour t'applaudir et t'encourager. Et toi, en fait, bon, au début, c'est joli, t'as de la neige, t'es dans des petits chemins comme ça de montagne, c'est génial. Puis après, c'est de la route, t'en as marre, t'es crevé, t'as mal partout, etc. Et puis, et donc le fait de croiser justement le regard de ces bénévoles qui t'applaudissent, qui t'encouragent, qui te disent allez, vas-y et tout, ça te donne une énergie de dingue. Et je trouve que je trouve ça hyper beau. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de ma redécouverte de l'énergie, du fait que maintenant je la vois un peu comme une boussole. Et toi, tu l'as utilisé sous d'autres termes, tu me disais le plaisir. Mais au final, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que je ressens là? Mais en fait, c'est des questions qu'on se pose plus. Et de la même façon, là, tu parles du corps qui est capable de te parler, mais la plupart des gens, ils ont perdu cette relation au corps, ils ressentent même plus les tensions qu'ils peuvent avoir. Et le truc, c'est qu'en fait, plus tu te déconnectes de tout ça, de tous ces signaux, moins tu peux les percevoir et donc plus tu fonces dans le mur. Et quelque part, pendant plusieurs mois, plusieurs années, tu peux foncer en mode délaisser ta nutrition, ton sommeil, ton équilibre émotionnel, etc. Et puis tu prends des vacances et tu tombes malade comme un chien parce que ton corps, il essaie de récupérer. Puis un jour, soit tu fais un burn-out, soit tu as une maladie grave, tu fais un infarctus, tu fais ceci, une dépression, tu plantes ta boîte. Et tu vois, ça arrive un petit peu comme ça d'un coup. Tu vois pas vraiment le truc monter progressivement. Non. Ouais, non, ça tombe d'un coup. Et comment tu as réussi à te reconstruire? Ça a été long, hein. Il y a eu plusieurs étapes, mais déjà, je crois que la première étape, c'est j'ai recentré l'activité de mon entreprise, j'ai recentré mon travail autour de ce qui me donnait de l'énergie. Donc toutes nos premières évolutions de modèles, le fait de commencer à faire des formations, de le faire pour des créateurs, des créatrices d'entreprise, ça a vraiment été un alignement entre ce qui m'animait moi profondément et ce qu'on pouvait faire comme activité. Ensuite, je pense que le partenaire de vie joue beaucoup, énormément. Et moi, j'ai la chance d'avoir de partager ma vie avec quelqu'un qui m'a vraiment enseigné le sommeil, qui m'a enseigné la nutrition. Je me souviens vraiment après 2-3 mois de relation, parce qu'on s'est mis ensemble après mon premier burn-out. J'en étais pas totalement sorti, mais je me rappelle du coup d'une intervention où elle voyait que je mangeais tout le temps les mêmes choses. Je mangeais énormément de taboulé. J'avais pris l'habitude d'aller tu vois, au supermarché, genre, parce c'était aussi une époque où j'avais quand même très peu de moyens. Mais malgré la hausse de mes moyens, j'avais gardé un peu les mêmes habitudes alimentaires. Et donc, tout ce qui est diversité de fruits, de légumes, protéines, tout ça, mais je connaissais rien. Je savais pas que ça existait. Donc, je me rappelle qu'un soir, elle a fait vraiment une intervention. Elle m'a dit, attends, on va reprendre les bases. Là, ça va pas. Donc, c'est le deuxième point. Troisième point, tester beaucoup de choses différentes. Le yoga, se remettre au foot, le squash, puis pour au final trouver ta pratique de mouvement qui te convient à toi. Pour moi, ça a été finalement le cirque, mais ça aurait pu être autre chose.
Et puis, après, t'incarnes ça plus que personne. Quand tu tombes dans la marmite du bien-être, bah, c'est un nouveau jeu vidéo, en fait. C'est tellement infini. Moi, on me parle de nouvelles thérapies, de nouvelles pratiques toutes les semaines. Tiens, je te disais, là, j'ai un copain qui a testé le TRE, une sorte de thérapie pour se libérer de certains traumas uniquement via le corps. Une expérience exceptionnelle. Je connais une autre personne qui a une expérience exceptionnelle avec, ma copine justement. Voilà. Une fois que tu es dedans, t'as pas envie d'en sortir. Après, tu te laisses porter par tes découvertes. Non, mais ça c'est clair, et c'est marrant la façon dont tu le présentes et dont tu le dis, La parce que marmite. bah oui, et puis moi je l'ai vécu comme un enfant à Noël avec Ouais. plein de cadeaux Ouais. sous le sapin. Tu sais pas par lequel ouvrir, à chaque fois t'en ouvres un, tu dis oh c'est génial, et puis en fait, et à chaque fois ça te donne encore 10 nouvelles bifurcations que tu peux aller explorer. Je trouve que c'est un monde d'exploration, j'adore ce mot exploration. Je pense que je suis avant tout, et j'ai toujours été entrepreneur avant même de savoir ce que ça veut dire, mais l'autre caractéristique de ma personnalité, c'est ce côté explorateur. Et je trouve que ce monde-là, il est. De toute façon, quand tu rencontres des spécialistes de la nutrition ou du sommeil ou du sport, pour les trucs qu'ils te disent, c'est plus j'avance, moins je comprends. C'est-à-dire que j'ai admis que je ne connaîtrais jamais tout ce qu'il y a à savoir sur le sommeil. Je me rappelle d'un spécialiste qui m'avait partagé ça avant ma mort. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Donc effectivement, cette dimension d'exploration, de terrain de jeu, une fois que t'es pris dedans, elle est géniale. Ouais, au moins, tu es sûr que jamais tu t'ennuieras dans ta vie. Et tu parlais tout à l'heure de diversité alimentaire. Je me souviens du docteur Mouton qui disait que il y avait des études qui avaient été faites sur les anciennes tribus de chasseurs-cueilleurs, et qui montraient qu'ils mangeaient entre 50 et 60 espèces différentes de fruits et légumes chaque année. Et alors, suite au podcast, j'ai des amis, enfin des auditeurs qui m'ont écrit en me disant oh bah voilà, on s'est mis à noter les fruits et légumes qu'on mange pour essayer d'atteindre les 60. Ils ont vu ça un petit peu comme un défi. Et cette année, j'ai trouvé une façon assez marrante de le faire, qui est j'imprime sur une feuille les fruits et légumes de saison. D'accord. Donc de tous les mois. Et tous les mois, j'essaie de les avoir tous cochés. Donc ça en fait un paquet à cocher tous les mois. Mais voilà, c'est un petit jeu là. Donc, on a commencé là en janvier, je l'ai mis sur mon frigo, et du coup c'est facile parce que je le vois. Bon bah là il m'en reste 2-3 que j'ai pas encore fait. Salsifis j'ai pas encore fait. Et pamplemousse non plus. Mais globalement je suis bien avancé quand même. Je prends l'astuce. Ouais, franchement, c'est chouette. Et puis en plus, ça te permet aussi de découvrir potentiellement des goûts nouveaux qui sont super bons. Tu vois, si tu vas tout le temps dans un supermarché classique, en réalité, tu manges toujours des courgettes, des poivrons, des tomates. Et voilà, c'est vachement limité, et des carottes, quoi. Déjà, tu commences à aller faire tes courses. J'ai vu que tu allais chez Satoris, mais tu vas dans un magasin bio, quel qu'il soit, ou alors mieux, tu t'abonnes à un panier bio. Donc comme ça, tu peux pas choisir. Et ben, tu te retrouves à manger du radis noir, des rutabagas, des topinambours, des choses que tu vois jamais dans ton assiette sinon. Et en fait, tu te fais une petite purée de topinambour carotte avec un peu de citron, un peu d'huile d'olive. C'est un délice. C'est un délice, c'est clair. Et donc, je te parlais de cette histoire du petit enfant avec tous les cadeaux de Noël, et ça m'amène à la question un petit peu du généraliste vs le spécialiste, dans le sens où, tu vois, par exemple, la pratique que tu m'as fait découvrir là tout à l'heure, c'est une pratique que tu as inventée qui puise son inspiration dans les arts du cirque, dans le renforcement musculaire au poids de corps, donc la calisthénie, dans le yoga, dans la mobilité, dans la souplesse, donc, et dans le flow aussi avec la musique, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'inspiration, et quelque part c'est la réunion, c'est ton espèce de monopole personnel qui ont donné naissance à une nouvelle pratique qui elle est spécialisée. Donc la pratique est spécialisée, mais elle tire sa source d'une vision généraliste. Et j'ai l'impression, tu vois, souvent quand tu es entrepreneur, on dit il faut être focus, il faut faire qu'une seule chose, etc. Alors je suis d'accord, à une étape donnée, souvent il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Et le fait de partir dans toutes les directions, c'est la meilleure façon d'arriver nulle part. Mais pour autant, donc j'ai pris cet exemple de la pratique que tu as inventée, mais je pourrais aussi prendre l'exemple du fait qu'en parallèle de Live Mentor, tu as voulu faire le magazine Odyssée, tu as voulu faire le podcast. Quand je regarde les sujets d'intérêt, de curiosité que tu explores via notamment Odyssée, il y a du développement personnel, des questions liées à la philosophie, à la réussite, à l'argent, aux relations sociales, à l'amour, à la diététique, à la nutrition, au sport. Tu regardes un peu tout azimut.
comment est-ce que tu vois justement cette curiosité qu'on a souvent vue comme un vilain défaut et qui, moi, me semble, je te parlais tout à l'heure des grandes ressources de l'homme, il y a son endurance, sa capacité à transporter des choses, et ben, je trouve que la curiosité en est une. Ouais, sur l'endurance, je t'ai entendu en parler dans un épisode passionnant, mais avec cette personne qui court 40-50 km très souvent. Ouais, Blaise Dubois peut-être, ou Olivier Roy, ou Guillaume Millet peut-être. Ah, j'ai oublié. Bon, c'est un détail. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à écouter ces épisodes. Il était en train de faire, je crois, une course en Norvège. Ah non, Arnaud Manzanini. Voilà. Ah oui, oui, qui a traversé les États-Unis en vélo, qui a fait 4900 km comme ça en vélo. Et qui dit aux coureurs, quand ils font leur pause de l'été, attendez, faites pas une pause totale de 4 semaines, faites-vous des petites courses. Ouais. Qui explique vraiment qu'on est fait pour courir tout le temps. Alors, pour répondre à ta question sur la curiosité, je remarque en tout cas que la curiosité a plein d'avantages parce que c'est ce qui t'amène souvent à lancer des projets, c'est que tu as été curieux pour un sujet, tu es allé le creuser à fond, tu es allé y mettre toute ton énergie, tu es allé poser des questions et du coup ça te donne cette rampe de lancement. Et après, effectivement, le risque c'est de la perdre une fois que l'entreprise commence à tourner, qu'elle commence à être structurée, tu t'enfermes un peu là-dedans. Et moi, ça m'a sauvé. Vraiment, c'est ce qui explique que je suis encore à la tête de Live Mentor 12 ans après avoir 13 ans après avoir lancé le projet. C'est que j'ai réussi à me créer des espaces de curiosité dans cette entreprise, notamment via le lancement de notre magazine Odyssée et puis d'autres, à d'autres endroits également. C'est quelque chose aussi qui est lié à moi et ma psychologie. J'adore rencontrer une nouvelle personne. Je suis rouge et jaune en ProcessCom. Je suis porte rouge dans le modèle de personnalité de Fabrice Midal. Enfin, tu prends n'importe quel outil de connaissance de soi, je retombe toujours un peu dans les mêmes cases. Le goût de la relation, le goût des surprises, le goût des rencontres. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup être en dehors de la boîte pour rencontrer une nouvelle personne et voir s'il n'y a pas des ponts à faire avec l'entreprise. Et ce qui est assez jouissif pour moi, c'est d'avoir réussi à créer des ponts entre l'univers des entrepreneurs et d'autres univers. Donc on le fait encore de manière assez timide, mais on le fait. On le fait avec le magazine, on le fait parfois avec des mini-formations, où on va prendre l'univers de la confiance, l'univers des émotions, et faire un pont entre cet univers et l'univers de l'entrepreneur. On va prendre parfois, même si c'est encore très rare, l'univers de la santé et faire un pont entre cet univers-là et celui des entrepreneurs. Et ça, ça me réjouit vraiment beaucoup. Et est-ce que dans ce monde de stimulation, tu arrives encore à trouver le temps de t'ennuyer ? C'est quelque chose qui est historiquement très difficile pour moi. Je suis hyperactif diagnostiqué. Je suis un TDA de type hyperactif impulsif. Et donc l'hyperactif impulsif, il est tout le temps en train de faire quelque chose, il est tout le temps en train de bouger, il a toujours un truc dans sa tête, etc., etc. Le mouvement m'aide énormément. Parce qu'il y a deux phases dans les moments où je suis en mouvement. Tu as la phase où ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis il y a des moments qui peuvent durer 2 minutes, mais qui parfois durent 20 minutes, parfois durent 1 heure, où j'arrête et je suis allongé, ou je suis assis, et en fait, il se passe plus grand-chose. Mais j'ai besoin, tu vois, d'avoir cette grosse défense pour y arriver. Ouais, non, mais je comprends. En fait, moi, la méditation, elle vient après le mouvement pour moi. À chaque fois que j'ai essayé de méditer, genre à partir d'un état zéro, on va dire, ça a été difficile. Ou alors je m'endors. Non, mais je comprends. Moi, j'ai le même défaut que toi à chercher
à tout suroptimiser et puis à toujours faire quelque chose. Je supporte pas m'ennuyer. Et puis, T'as un côté un peu hyperactif, impulsif aussi, ouais. Oui, je doute pas. T'en as Mais parlé à un psychiatre? T'as fait les tests ou pas? non, mais justement, c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que le fait de faire ces tests de personnalité, de faire ces diagnostics, donc t'en as cité plusieurs, t'ont apporté une forme d'apaisement, de compréhension de toi? Ouais, moi, ça m'a énormément aidé. Après, j'ai un avis vraiment très affirmé dessus. Je pense qu'il y en a aucun qui a une vérité absolue. Je pense qu'il faut absolument pas s'enfermer dans un des résultats. Mais par contre, si tu joues avec et que c'est une grille de lecture, ouais, c'est très utile. C'est très utile pour te comprendre toi, pour comprendre les autres. Et, et par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on a aujourd'hui énormément de conceptions jugeantes, dévalorisantes, euh, enfermantes dans l'utilisation de ces outils. Tu vas par exemple avoir 99,9% des parents, si tu leur annonces que leur enfant il est TDA, ils sont en panique totale. Mais parce que la personne qui leur annonce leur dit que c'est gravissime, leur dit que c'est un problème, leur dit que c'est une maladie. Parfois, j'ai entendu ça. Hein. Et leur dit on va vous donner la Ritaline, des médicaments, etc. Mais, attends, déjà, alors sur le sujet spécifique du TDA, il faut se poser la question quand même, notamment pour le trouble de l'attention, de qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est lié à un environnement, à des villes modernes où il y a beaucoup de pollution visuelle, à une alimentation qui est trop sucrée, donc beaucoup trop excitante, à un temps de sommeil qui est trop faible, donc qui nous met dans un état où on n'est pas calme le jour d'après. Donc déjà sur le TDA, il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a une tendance à surdiagnostiquer les enfants au TDA au lieu d'interroger l'environnement. Et deux, si il y a vraiment, indépendamment de l'environnement, quel que soit l'environnement, une tendance à avoir une attention dispersée ou une tendance à être dans une hyperactivité, impulsivité, en fait, ça peut très bien être une force incroyable. Faut jouer avec comme une force. Moi, je le vois comme ça, et d'ailleurs, je me dis que si on le diagnostique comme un trouble, c'est peut-être parce que la baseline n'est pas correcte, parce qu'on cherche à avoir une voie du milieu. Tu regardes les enfants déjà à l'école, les enfants, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de mouvement. Moi, j'ai 2 filles, elle est tout le temps en mouvement, et c'est super, Ouais. et c'est très très bien, et on devrait l'encourager à continuer à rester en mouvement. Bon, bah, pour l'instant, c'est encore le cas, mais quand t'es à l'école, en primaire, on te dit, il faut bien rester assis, il faut pas bouger, etc. Tu vois, l'exubérance, La chaise, ouais. l'exubérance de façon générale, que ce soit dans l'utilisation du langage, des superlatifs, dans l'utilisation de sa voix, la modulation de son ton, le fait de son body language, le fait de bouger, etc. Tout ça est réprimé pour essayer dans une voie du milieu, et on te dit fais pas trop de vagues parce que c'est dérangeant. Et donc vis-à-vis de cette baseline, et qui plus est de ce nivellement vers le bas aussi, où on en fait de moins en moins, et moins t'en fais, moins t'es capable d'en faire. Tu t'en rends bien compte d'ailleurs avec le sport. Je reprends l'exemple de la course à pied parce que je trouve que c'est hyper parlant. Tu vois, avant je faisais un 10 km, j'avais l'impression que c'était un exploit. J'en avais fait un une fois avec ma copine. J'avais l'impression d'avoir fait un exploit toute la journée. Après, je m'étais reposé en me disant attends, on a fait 10 km quand même. Aujourd'hui, c'est juste un petit entraînement, un petit run, un petit easy run comme ça de sortie, tu vois. Et la perception de mon corps est celle-là. Donc, entre guillemets, plus t'en fais, plus t'es capable d'en faire aussi. Et donc, forcément, si tu compares à une baseline moyenne qui est déjà basse, ça paraît hyper actif. Mais en réalité, est-ce que ça serait pas ça la norme? C'est tout le sujet de l'effet cumulé, hein, ce que tu viens de partager, mais c'est vrai que moi, ces outils effectivement de personnalité, de connaissance de soi, m'ont permis aussi, de manière rétroactive, de mieux comprendre mes moments de souffrance. De me dire, en fait, tu as souffert à cette époque parce que tu n'exprimais pas assez cette hyperactivité. T'avais aucune hyperactivité corporelle, par exemple. Tu étais à l'arrêt. Donc, ça pouvait pas très bien marcher. Il y a un concept que j'ai exploré, que j'ai trouvé intéressant, c'était la notion des intelligences multiples. Ah oui, ça c'est génial, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Bien sûr, intelligence kinesthétique, intercorporelle, intracorporelle, l'intelligence environnementale aussi, musicale, ouais, c'est un très beau concept. Ouais, et puis comprendre que du coup, déjà, ce qui me plaît, une des choses qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat sans que je le sache, c'est qu'elle avait tendance à nourrir toutes mes intelligences. Et c'est pour ça que je m'y sentais épanoui. Mais que plus la boîte avance
et passe de la création à l'opérationnel, moins certaines de ces intelligences étaient nourries et par conséquent créaient des manques et devaient l'être par ailleurs, sans quoi ça crée une forme de frustration. Et j'aime bien cette image des tigres. Tu vois, c'est comme si tu avais tes intelligences et chacune, c'est un tigre. Soit c'est un énorme tigre, il a besoin de bouffer un bœuf tous les jours, soit c'est un petit tigre et il lui suffit juste un petit steak, tu vois. Ouais. Mais s'il a pas mangé, dans tous les cas, le tigre, il est en train de crever de faim, il sera pas content. Ouais, je l'aime beaucoup. Il faut rappeler d'ailleurs que les tests de QI ne testent que 2 des... Il y en a 8 ou 9, je sais plus, à vérifier en commentaire. Je crois qu'il y a 8 ou 9 intelligences multiples, mais les tests de QI n'en testent que 2, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Donc, c'est des intelligences qui sont très principalement développées et valorisées dans le cursus scolaire classique. On va beaucoup moins développer et valoriser et tester l'intrapersonnel, l'interpersonnel et les autres. Donc, si vous avez des mauvaises notes à l'école, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent en fait. C'est peut-être juste que vous êtes dans un cadre où il n'y a que certaines formes d'intelligence qui sont mises en avant. Et qui plus est, c'est, de mon point de vue, en tout cas, la diversité des intelligences qui crée cette intelligence collective, cette émulation qui peut se créer lorsqu'une plusieurs personnes différentes, justement, sont mises ensemble et à partie pour trouver une solution à un problème. Et tu vois, si j'ai que des gens qui réfléchissent comme moi, eh ben, on va avoir tendance à trouver les mêmes solutions. Par contre, si j'ai des gens qui réfléchissent différemment, avec d'autres types d'intelligence, ben, c'est là où on va avoir une solution qui sera beaucoup plus créative. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites comme ça, où ils avaient mis ensemble que des génies, que des QI supérieurs, je sais pas, à 150, face à un problème, et des groupes qui étaient métissés, avec un QI à 150, un autre à 120, et puis un autre à 80, et puis etc. Et ben, la qualité des solutions trouvées par le groupe multiple était bien meilleure que celle des génies entre eux. Super étude, je la connaissais pas. D'ailleurs, les génies entre eux, souvent peut-être, avaient un ego surdimensionné, ce qui les empêchait de travailler ensemble. L'intelligence interpersonnelle était absente. Ça, c'est la raison de l'existence du test de personnalité ProcessCom qui a été inventé par la NASA et qui vient du crash d'une fusée, la fusée Apollo. Et quand ils ont fait l'analyse de cause racine de pourquoi elle avait crashé, ils se sont rendus compte que les ingénieurs qui étaient pourtant surdiplômés, techniques, intelligents, en logico-mathématiques, n'arrivaient pas à se comprendre, ne s'étaient pas compris en collaborant. Et donc, ils se sont dit, mais attends, il faut absolument qu'on investisse ce champ-là de la psychologie, de qui sont les gens, de comment ils se parlent entre eux, pour éviter d'avoir des fusées qui se crashent à nouveau. C'est des outils que tu as utilisés dans ta boîte pour essayer de fluidifier les rapports ? Ouais, complètement, avec plein de personnes différentes, notamment avec mon directeur financier, directeur général. On avait travaillé avec une coach avec cet outil ProcessCom, on s'était partagé nos résultats. C'était avec des gens avec qui je travaille sur des projets, je leur propose souvent. Ouais. Et puisqu'on parle d'intelligence, de traits de personnalité, toi qui as formé de façon indirecte 12 000 entrepreneurs, quelque chose comme ça. Alors, indirect 27 000. 27 000, pardon. Mais en direct, plusieurs centaines, ouais. Je sais pas pourquoi j'avais vu 12 000 quelque part, mais c'était peut-être un vieux chiffre. Mais c'est notre souci, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on communique sur un chiffre, après, il est obsolète et donc il faudrait qu'on ait un système qui met à jour partout, mais on l'a pas créé. et il te semble qu'il y a des intelligences, des qualités, des traits de personnalité particuliers qui sont indispensables au fait de devenir entrepreneur ou que tout le monde peut l'être ? Écoute, moi, je pense que tout le monde peut l'être, mais j'ai 3 traits qui reviennent toujours. Accepter le chaos. Il faut accepter qu'il y a un état de chaos. Et tout est relatif, donc c'est un chaos par rapport à ce que connaissent la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des personnes en grandissant. Je commence une année scolaire, il y a un programme, ça commence en septembre, ça va finir en juin, il y a les examens en juin, voilà. C'est assez clair. Ça va absolument pas ressembler à ça de créer une boîte. Ça va être chaotique. Il n'y a pas de programme, on ne sait pas trop quand ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. Donc il faut accepter cette part d'imprévu, d'imprévisible. Deuxième critère qui va être très important, faire cette démarche pour se connaître, justement, pour comprendre son logiciel, pour comprendre son système. C'est ce qui, de mon analyse, va
permettent de prendre le plus de plaisir et de donner les meilleures chances de longévité au projet. De savoir, voilà, moi je fonctionne ainsi. Je ne fais pas de séparation entre moi et mon projet. Je ne m'efface pas derrière mon projet. Je ne dis pas c'est mon projet qui compte, je vais tout donner pour lui. Non, en fait, c'est une imbrication, c'est une corrélation tout le temps super forte. Et après, le dernier critère qui est très Live Mentor, c'est de penser long terme, c'est d'accepter que ça va être un chemin sur plusieurs années, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, mais c'est aussi la forme d'entrepreneuriat que nous, on veut encourager, dans laquelle on croit le plus. Ouais, c'est bien de penser long terme parce que sinon, tu peux avoir tendance aussi à t'engager dans un projet qui en réalité n'est pas du tout aligné avec toi-même et puis te rendre compte après coup que tu y as passé 10 ans de ta vie alors que c'était pas forcément le truc qui te faisait vibrer. Sur le chaos, je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Je sais pas si tu as déjà vu ces espèces de plaques vibrantes sur lesquelles tu mets du sable et ça fait des formes. Non, ça j'ai pas vu. Alors je t'enverrai une vidéo, je la mettrai en lien dans l'article lié pour ceux qui ont envie de voir. Et c'est beau parce que tu vois que la matière s'auto-organise. Donc les grains de sable ont tendance à se rapprocher les uns les autres et font des formes fractales. Et ce qui est très intéressant, c'est que sans changer la modulation de ces vibrations, eh bien, elle prend une forme fractale et puis après, elle se désolidarise complètement dans une phase de chaos avant de reprendre une nouvelle forme. Et toujours comme ça, de façon perpétuelle. Et tu te rends compte que la phase de chaos, elle est inhérente à la transformation de la matière. Tu peux pas avoir un renouveau sans passer par cette phase de chaos. Et donc, plutôt que de voir la phase de chaos comme quelque chose de négatif, forcément, ça fait peur parce que tu es dans l'inconnu. Tu peux le voir dans la création de multiples possibles, dans le bourgeonnement de plein de petites branches, de plein de petites possibilités qui vont donner lieu à celle sur laquelle tu pourras marcher par la suite. Ouais, mais là-dessus, il faut mentionner un livre qui vient de sortir d'un ami qui s'appelle Bruno Marion, qui a écrit un livre qui s'appelle « On ne va pas tous finir avec une hache au fond de la forêt », titre du livre de l'année, mais en tout cas titre le plus rigolo. On ne va pas tous finir avec une hache au fond de la forêt. Lui, c'est un spécialiste des théories du chaos et il explique très bien que le chaos, c'est pas le bordel. Il peut y avoir un ordre dans le chaos. Et en tout cas, dans le chemin d'un entrepreneur, ce qui va donner cet ordre, c'est la vision, c'est le rêve, c'est la mission, c'est ce quelque chose de lointain auquel on se raccroche. Et c'est ça qui donne aussi envie aux autres de te suivre. Tu vois, quand tu vois quelqu'un transcendé par un projet, c'est inspirant, quoi. Ah ouais, t'as envie d'y aller, c'est clair. Moi, Alexandre, par contre, je te déteste parce que tu es en train de faire exploser ma liste de livres à lire alors que j'arrive déjà pas à venir à bout de tout ce que j'ai envie de lire. Tu vois, ça, c'est le grand drame de ma vie. Et là, tu viens de m'en citer 10. Ouais, t'es pas le seul à me dire ça, mais ça, c'est ma malédiction à moi aussi. Moi aussi, j'ai toujours trop de livres à lire, mais c'est une activité tellement exceptionnelle. C'est magique de lire. Je peux plus m'en passer. Mais j'ai accepté que je n'arriverai jamais à lire tous les livres qui sont sur ma liste. En plus du sport, du multivitamine et de la lecture, est-ce que tu aurais 3 hacks à nous partager qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel ? Alors, attends, je regarde l'heure pour pas... On pourra couper à 17h32. Ok, on prend 15 minutes, ça te va ? On se dit... Yes. Alors, justement, c'est mes questions de fin, là. Je suivais l'heure. Tu veux reposer la question ou pas ? Non, vas-y. Ok. Alors, on a parlé sommeil, on n'a pas tant parlé que ça nutrition d'ailleurs, mais la nutrition a été un sujet immense pour moi. Je pense qu'une des meilleures décisions de ma vie, c'est que j'ai comment arrêté l'alcool il y a 3 ans. Donc si tu me demandes ce qui me donne vraiment de l'énergie au quotidien, je suis obligé d'en parler. Parle-en, moi aussi. Voilà, alors que j'étais alcoolique. Je l'étais pas, mais c'est incroyable. Je sais même pas mettre les mots sur à quel point c'est... déjà, ce qu'on peut dire, c'est que j'invite tout le monde à faire des études, faire des recherches sur les études sur les différentes drogues, donc cannabis, alcool, tabac, MDMA, champignons, LSD, cocaïne, héroïne, vous prenez tout. Et vous verrez que l'alcool, qui est légal, n'est pas du tout en dernière place. Pas du tout, du tout. À la fois dans le risque pour nous et le risque pour les autres autour de soi. Moi, j'ai pas lu les études, mais je les ai toutes testées. Alors, donc, du coup, tu as fait ton expérience personnelle. Mais ça, vraiment, je
je trouve que ça peut donner un petit électrochoc à tout le monde. Parce que l'alcool est tellement banalisé, est tellement mis dans notre vie de tous les jours, c'est tellement un réflexe. D'ailleurs, moi, quand j'ai arrêté l'alcool, la première difficulté... Sociale. Tu as peut-être eu ça toi aussi, c'est tu vas dans un bar avec des potes et puis voilà, tu as un peu de volonté, tu commandes d'abord une ginger beer et puis ensuite à la deuxième conso, je me rappelle, je me faisais embarquer par le groupe, je prenais une bière et après je me sentais con, quoi. J'avais pas vraiment voulu cette bière et puis après j'ai trouvé des astuces qui m'ont été utiles dans la phase de transition et puis maintenant ça me viendrait absolument pas l'idée de commander de l'alcool, quoi. Avec tes potes et même, tu vois, même dans la sphère pro, dans le business, moi, souvent, tu vois, enfin, pas souvent, mais ça m'arrive d'avoir des déj où je me sens presque coupable de prendre une eau pétillante parce que la personne que j'ai en face de moi a envie de boire du vin, tu vois. Elle te propose un verre de vin et tout, tu dis d'eau pétillante, tu vois qu'elle a quand même envie de prendre son verre de vin, tu sais qu'il y a des enjeux derrière, tu dis bon, tu vois, en synchronisation, etc., c'est pas terrible, quoi. Ouais, bah oui, c'est... Voilà, en ce moment, en plus, on enregistre cet épisode en janvier, donc il y a Dry January, c'est une sorte de mouvement où les gens arrêtent de boire en janvier. Écoute, chacun son chemin là-dessus pour essayer petit à petit de faire évoluer les croyances. Moi, j'ai souvent la croyance de « mais comment tu fais en soirée ?» Moi, je leur dis « mais j'ai jamais autant fait la fête que depuis que je bois pas d'alcool. » Et enfin, viens faire une soirée électro avec moi. Généralement, c'est moi le dernier parce que justement, je bois pas d'alcool. Donc, j'ai plus d'énergie. Bon, voilà, ça, sur la nutrition, c'est un des points. Enfin, je peux vraiment affirmer que ne plus boire d'alcool, ça vous donne énormément d'énergie. Tout le monde va te dire, mais attends, ta peau, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que t'as rajeuni de 5 ans. Ça n'empêche absolument pas d'avoir une vie sociale épanouie. Allons-y. Et je te fais juste une parenthèse quand tu dis oui, du coup, et pour les soirées, tu fais comment, etc. Je pense qu'il y a aussi le fait que l'alcool est un vernis social pour des conversations et des relations de basse qualité. Et moi, justement, je me suis aperçu qu'il y avait des gens que je voyais, et si on buvait pas ou qu'on se droguait pas, et ben il y avait pas beaucoup d'intérêt à discuter ensemble. Mais je les ai remplacés par des relations beaucoup plus vertueuses, qui me tirent vers le haut, qui m'enthousiasment, qui me mettent en joie, sincèrement en joie, tu vois, qui m'inspirent. Et dans ces relations-là, tu vois pas le temps passer et t'as absolument pas besoin de boire. Ouais. Ah oui, bah ouais, c'est évident. Quand tu le formules comme ça, c'est évident qu'il y a énormément de contextes sociaux qui tiennent grâce à l'alcool. Il y a un souci là, il y a un truc qui va pas. Deuxième hack, les randonnées. Moi, je suis devenu un immense fan des randonnées grâce aussi d'abord initialement à ma copine qui fait partie d'une asso de randonnée depuis, je crois, près de 10 ans. Ça, c'est génial, tu vois, c'est un groupe, ils font des randonnées tout le temps ensemble. Moi, je me suis greffé, maintenant je suis membre du groupe. Et puis j'en fais avec d'autres copains, puis avec un maximum de personnes en fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Christian Junot et de Anne Gecker, des personnes dont j'apprécie à la fois le travail, mais aussi la personnalité, des amis extrêmement chers. On se voit souvent pour faire des randonnées. Et il y a quelque chose qui se passe quoi, dans vraiment la marche en pleine nature sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Toi, je sais que c'est dans tes projets d'aller explorer, d'aller sur des dimensions encore plus dépaysantes. Mais rien que partir une journée dans la montagne. En plus, on a un pays exceptionnel, la France, entre les Vosges, les forêts des Vosges, le Queyras, le Vercors, les Alpes, la Gironde, les Pyrénées, enfin, l'Alsace, enfin, la Bretagne. Il y en a tellement d'endroits où on peut aller se perdre et marcher. Ça, ouais, c'est devenu vraiment une routine indispensable. Un troisième hack. Alors, je ne sais pas si c'est un hack entre guillemets, mais ce qui m'a longtemps bloqué dans ma pratique sportive, c'est que je n'avais pas compris ce que je cherchais vraiment. C'est-à-dire que je m'étais un peu enfermé aussi dans la croyance qu'à Paris, c'est impossible de faire du sport, etc. Et je n'avais pas en tête toutes les options qui existent. Je voyais la course, ça me tentait pas trop.
Je voyais le tennis, ça me tentait pas trop, la natation, ça me tentait pas trop. Et en fait, au fil du temps, moi, j'ai compris qu'il me fallait une dimension super ludique, super joueur. Et in fine, je suis tombé sur le cirque, qui a été mon truc à moi. Mais ça, mon hack, c'est vraiment de croire que on a tous une manière de mouvoir. Vraiment, j'en suis absolument certain. Mais ça demande une démarche de la trouver. Ça demande une exploration, justement. Et il faut y aller. Ça vaut le coup d'investir ce temps pour aller à la recherche de ce qui nous parle et de pas s'arrêter à ouais, je suis allé à la salle de sport, c'est pas du tout pour moi. Je vois tous les mecs et les nanas qui sont là à porter des haltères, c'est pas mon truc. Ouais, il y a plein d'autres trucs, il y a plein de manières de se mouvoir. Plein, 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 plein. T'aimerais avoir des enfants? C'est un sujet en cours de discussion, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup. Ok. Mais, Quelle leçon est-ce que t'aimerais leur transmettre si t'en avais? Une leçon de vie, tu vois, si tu devais synthétiser bah, 35 ans d'existence, ça serait quoi la chose la de plus importante que t'aimerais leur dire? ne pas perdre le mouvement qu'ils ont bébé. Ouais. Voilà. Ça, je garderai vraiment ça. Ouais. En ce moment, c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Moi, je regarde des vidéos bizarres sur Internet. Je regarde des vidéos de préparateurs physiques ou d'explorateurs du mouvement qui montrent des bébés en train de bouger par terre et qui disent regardez, il fait ce mouvement-là avec son épaule, avec sa jambe et tout. Regardez. Et c'est vrai que c'est C'est passionnant. dingue, hein. C'est incroyable. Tu vois des trucs, tu te dis mais nous, on serait incapable de faire ça. Ouais, avec une facilité en plus Ouais. hallucinante, quoi. Donc voilà ce que je leur dirais. Il y a un sujet duquel tu as radicalement changé d'avis ces 3 dernières années, quelque chose que tu croyais dur comme fer, et puis en fait, maintenant, tu penses l'inverse. Euh, Oui, oui, il y en a vraiment un. L'amour est devenu plus important pour moi que la liberté. Alors, dans les dernières questions, tu te lâches complet, hein, toi, avec tes invités. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, ma valeur cardinale, c'était la liberté. C'est pour ça que je voulais entreprendre, et dans ma forme d'entrepreneuriat, je voulais être le plus libre possible. Et j'avais vraiment en tête cette image, tu peux partir avec un baluchon, aller où tu veux. Et depuis 3 ans, et c'est rigolo que tu donnes cet intervalle de temps parce que c'est vraiment depuis pile 3 ans. Tu vois, on enregistre en janvier 2024 et c'est vraiment pile depuis janvier 2021. C'est très rigolo. Que suite à différentes pratiques thérapeutiques, j'ai compris que je voulais beaucoup plus préconiser l'amour. Ça comptait beaucoup plus pour moi. Que ce soit l'amour dans ce que je fais, plus que la liberté dans ce que je fais. L'amour dans mes relations, l'amour avec des personnes de ma famille. Euh, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un rapport à la nature aussi très différent de celui que j'avais avant. Donc, désormais, quand j'ai des choix à faire, des arbitrages et qu'il y a l'option de la liberté qui se présente, je me dis, ah, ok, mais à quoi ça ressemblait si je mettais autre chose au-dessus? En plus d'être chef d'entreprise, tu es créateur de contenu. Ça serait quoi les canaux les privilégiés sur lesquels on pourrait lire, apprendre, découvrir plus sur toi, sur ce que tu penses, sur tes conversations, tes découvertes, tes apprentissages? Moi, je suis de la vieille école, quoi. J'aime écrire, donc j'adore écrire des livres, même si c'est toujours un parcours du combattant. J'en ai écrit et publié 2. J'écris dans notre magazine Odyssée, tous les 2 mois l'édito. Et puis sinon, j'écris des newsletters. La newsletter Live Mentor le lundi matin et la newsletter le vendredi des possibles, le vendredi, donc à 8h. Donc celle de Live Mentor s'appelle Boussole. Donc je m'engage tous les lundis à 8h, il y a Boussole qui sort. Et tous les vendredis à 8h, il y a le vendredi des possibles qui sort. Le vendredi des possibles, je recommande un livre. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup en tête. Je recommande un livre qui est utile pour les entrepreneurs. Et Boussole, c'est un format différent avec trois sections à part. Donc ça t'oblige à en lire au moins un par semaine. Alors il y en a beaucoup, heureusement, que j'ai déjà lu ces précédentes années. Donc j'ai un stock. Sinon, je me serais jamais lancé dans cette aventure. Je me serais jamais lancé dans ce projet. Et puis, je suis en train de faire évoluer le format de la newsletter. Maintenant, il va y avoir une fois par mois un portrait d'entrepreneur.
parce que c'est vrai qu'effectivement, sinon, tenir le rythme, ça devient très compliqué. Et je commence et ce serait intéressant d'avoir tes recommandations à toi, je commence à parler de livres santé, parce que l'énergie est tellement un sujet clé pour entreprendre que je recommande certains livres santé, donc on pourrait faire ces épisodes en partenariat si tu en as envie, si tu veux intervenir de temps en temps pour recommander des livres de santé, tu es le bienvenu. Avec grand plaisir. Bah écoute, en attendant, je mettrai tous les liens dans l'article lié pour ceux qui veulent suivre, trouver tes contenus, lire tes livres qui sont passionnants. J'en ai lu que le premier, mais il me tarde de lire le deuxième. Je te remercie pour ton temps, pour ce moment de partage sincère, authentique, riche et passionnant. Qui, tu vois, je te parlais de mon énergie, de cet état de flow, des choses qui me faisaient kiffer. Et ben, j'ai passé un super moment, donc merci pour ça. Bah écoute, c'était super cool. Tu reviens quand tu veux. Tu vois, le jour est tombé. On finit dans le crépuscule, mais non, bravo pour ce que tu fais. Tu es vraiment un des deux, trois podcasts que je suis. Dès que je peux, je regarde les nouveaux épisodes et je pense que c'est des podcasts d'utilité publique. Il faut le dire. Ça, parce que là, on l'a assez peu évoqué, mais derrière, il peut y avoir des problèmes de santé qui gâchent la vie. Une phrase que je trouve exceptionnelle, on peut finir là-dessus, c'est tu te rends compte que la santé, c'est le plus important le jour où tu as des problèmes de santé. Le jour où tu as un problème de santé. Et là, tu te rends compte que tout ton quotidien, il peut être différent. Moi, j'ai eu une mini blessure au dorsal suite à ma pratique du cirque. Un jour où j'ai été bête, je me suis entraîné après avoir mal dormi, très peu dormi. Bah, je peux te dire que ça a duré 1 mois et demi. Durant ces 45 jours, c'est dur de penser à autre chose. Tu vois, quand tu es réveillé la nuit par ta douleur, donc ça vaut le coup d'écouter du Limitless Project. Ouais, non, c'est clair. Et puis par biais de contraste, en fait, on n'a jamais de gratitude pour le fait que tout aille bien. Mais par contre, effectivement, dès qu'on perd la santé, qu'on se sent pas bien, qu'on est malade, qu'on a mal quelque part et tout, on s'aperçoit à quel point c'était bon d'avoir aucun problème. Donc, ouais. Et puis, tu vois, je te partageais le fait que mon père était mort d'une cirrhose du foie. Il était pas alcoolique, tu vois, mais il buvait des sodas toute la journée. Il y avait plusieurs de ses habitudes de vie qui, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, me paraissent complètement aberrantes. Mais honnêtement, je pense qu'à cette époque-là, il avait conscience de ne pas avoir une hygiène de vie exceptionnelle, mais je pensais pas, je suis convaincu que jamais il avait imaginé qu'il pourrait en mourir. Écoutons Limitless Project. Voilà, écoutons Limitless Project. En tout cas, ça me touche énormément. Merci pour cette recommandation. Merci à toi.